On va démarrer aujourd'hui ce webinaire. Donc, je suis Aurélie Dubois, déléguée générale de l'association Respect Océan. Et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire de présentation du rapport vers une économie bleue régénérative qui a été co-rédigé par Rafaela Legouvelo, qui est la fondatrice et présidente d'honneur de Respect Océan, et François Simard, qui se présentera donc tout à l'heure. Ils sont tous deux co-rédacteurs de ce rapport. Donc c'est un rapport qui est important et qui aujourd'hui fait l'objet d'une motion à l'UICN, porte à l'UICN. Donc François vous expliquera un petit peu ce processus et la finalité d'avoir déposé cette motion. Dans une seconde partie, on aura un échange avec Christian Lim, que je laisserai se présenter, mais qui est du fonds Sven Blue Ocean, et Adrien Vincent, qui est consultant, et la discussion portera sur l'intérêt finalement d'un tel rapport et d'une telle définition sur les différents acteurs économiques. Donc on aura quelques questions alors relayées qui ont été préparées en avance, mais n'hésitez pas pendant toute la durée du webinaire à inscrire vos questions dans la fenêtre de dialogue. On les restituera à la fin. Et je vais laisser la parole maintenant à Rafaela pour la présentation de son rapport. Donc Rafaela, si tu veux partager ton écran, c'est à toi. Je suis en train de partager mon écran là, tu le vois? Oui. Oui, ok. Euh, donc, merci beaucoup Aurélie. Merci à l'équipe de Respect Océan d'organiser ce webinaire et on est vraiment ravis de vous présenter ce travail. Donc, juste que vous sachiez, c'est un travail qui se fait dans le cadre de l'accord cadre entre la France et l'UICN, donc notamment le secrétariat en Suisse, et avec une collaboration avec l'Agence française du développement, avec laquelle je travaille avec l'équipe de l'UICN basée en Suisse et François Simard. On travaille depuis longtemps. Et donc, ce travail qu'on va vous présenter là est issu d'une demande aussi au départ de l'Agence française du développement. Donc, voilà le rapport. Donc, que j'expliquais le contexte. Donc, il y a une version française et anglaise. Il a été publié cette année et vous avez les liens de téléchargement là. Donc, en fait, il est divisé en trois parties avec donc on a fait l'exercice de faire, en fait, c'est toujours bien de reprendre un petit peu l'histoire pour comprendre comment les choses se mettent en place. Et puis ensuite, une réflexion sur ce que ça implique derrière de regarder. L'économie bleue, il y a beaucoup, c'était la demande de l'AFD pour dire, bah, attendez, on entend beaucoup de choses, on voit beaucoup d'interprétations de l'économie bleue, surtout dans le monde des pays émergents. Donc, aidez-nous à clarifier un peu les choses et de voir comment on peut avancer, en fait, sachant que les enjeux sont forts. Donc, on a repris cette narration de l'économie bleue en fait, en visionnant finalement deux grandes tendances avec une échelle de temps que vous voyez sur cette diapositive, avec finalement trois types d'économie bleue, ce qu'on va appeler, alors excusez-moi, hein, il y a pas mal de diapos qui sont aussi en anglais, j'ai fait pas mal de conférences, donc du coup ça se balade entre le français et l'anglais, excusez-moi de ce point de vue-là. Donc en fait, il y a une première tendance, on va dire, qui est cette économie bleue qui est en directe ligne de l'économie du maritime et qui continue et qui finalement s'intitule aujourd'hui l'économie bleue durable, Sustainable Blue Ocean ou Sustainable Ocean Economy. Et puis la deuxième tendance que l'on voit, que l'on a vue au travers de cet exercice, c'est l'émergence donc de cette nouvelle économie bleue qu'on va chercher à qualifier un peu plus en utilisant les termes inclusive, intégrative, résiliente et du coup, nous, on a choisi ce terme régénérative qui nous emmène parfois, par exemple, avec l'initiative The Great Blue Wall qui est portée par l'UICN dans la région de l'océan Indien. Alors, si on reprend en détail,
Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, l'économie, la brown blue economy, c'est l'économie maritime qui est devenue finalement une économie, ce qu'on a appelé l'économie bleue, à un moment donné en 2012. On était porté aussi avec la croissance bleue. Et au départ, c'est confondu avec l'histoire de l'humanité, hein. On se rappelle que finalement, l'homme a commencé à aller explorer des nouveaux territoires. Et donc, c'est l'économie du maritime, la navale, c'est le transport et c'est tous les échanges commerciaux. Et qui suit finalement l'évolution de l'humanité. Donc, au travers de peut-être des points importants sur le siècle dernier qui ont été avec l'industrialisation, les activités pétrolières, du offshore, etc., le développement du tourisme, et puis des dates importantes, comme par exemple le rapport Brundtland en 1987, parlait de développement durable. Donc, on plaçait beaucoup d'attentes sur cette croissance bleue, et un certain nombre de voix on t'avait dit, attention, en 2012. Donc, si on parle d'économie bleue, donc on va parler d'économie bleue, mais il faut que ce soit une économie bleue qui soit durable. Donc, la date fondatrice finalement de l'émergence du mot économie bleue, c'est 2012 avec le rapport, le sommet de Johannesburg. Et déjà un premier consortium qui était porté par ceux que vous voyez en orange là, avec l'UICN faisait partie aussi de ce consortium, même si après, finalement, l'UICN s'est mis plutôt en retrait. Et donc, pour dire, finalement, attention, si on parle d'économie bleue, donc autour de la mer, etc., du maritime, il faut qu'on s'inscrive complètement dans les principes du développement durable. Donc, vous avez à ce moment-là un certain nombre d'organismes, dont l'OCDE, dont les Nations Unies, toutes les agences, et aussi en particulier aussi le VBF, qui ont énormément documenté ce que pouvait être cette économie bleue, qu'on va dire cette fois-ci durable. Donc, en proposant des principes, en proposant déjà des définitions, et on était dans la green, la croissance verte aussi, on était vraiment dans cette sphère de pensée. Et puis, les activités économiques de la mer, comme type, par exemple, l'aquaculture, la pêche, etc., qui continuent à évoluer et qui doivent se mettre sur les pas d'une durabilité, euh, pour le moins, s'en faut. Donc ensuite, la troisième tendance, pardon, troisième tendance, c'est ce qu'on a vu apparaître peut-être au moment du lancement de la décennie de l'océan avec les Nations Unies. Et donc, on a vu apparaître le mot émergent, donc de l'économie bleue régénérative. Et clairement, je pense que ça répond aussi à une demande d'un certain nombre d'acteurs pour dire, attendez, les échéances, les enjeux sont tellement forts qu'on se rend bien compte qu'il faut aller plus loin. Et dans cette économie bleue durable, on voit trop de choses aussi qui sont pas forcément très durables. Donc, poussons vers un modèle de décroissance avec un découplage absolu, avec une durabilité forte et en utilisant des concepts un peu plus exigeants. Donc, et on peut dire aussi, et ça, je reviendrai là-dessus après, c'est aussi peut-être que il y a les enjeux très importants du réchauffement climatique et les enjeux des petits États insulaires, et notamment la voix des pays des îles du Pacifique. Et finalement, si on regarde les racines même de cette économie bleue régénérative, j'aime bien dire qu'au fond, peut-être qu'elle est aussi confondue avec l'histoire de l'humanité, mais simplement on l'a mise un peu de côté. Mais quand on voit, comment dire, les traditions et ce que portent comme message les peuples du Pacifique sur cette relation particulière avec l'océan, on comprend que eux, ils ont déjà intégré dès le début cette idée qu'il fallait faire des activités en mer, mais en étant vraiment respectueux finalement de cet océan et des écosystèmes marins et côtiers. Donc on voit bien en fait apparaître ces tendances qui, du coup, nous ont donné dans notre rapport l'idée de dire bon ben aujourd'hui on a vraiment
plein de choses qu'on voit dites et faites avec l'utilisation du terme d'économie bleue. Peut-être qu'il faut aller sur un discours un peu plus tranchant pour dire on a besoin d'une économie bleue qui soit plus inclusive, plus résiliente, qui se départisse de ce business as usual parce que les enjeux que l'on voit apparaître partout dans le monde et nous montrent bien qu'il faut aller un peu plus loin et répondre ainsi à ces enjeux. Alors, on vous propose dans dans ce rapport une sorte de grille de lecture. Évidemment, les trois piliers enfin, les trois pans de cette économie bleue, donc l'économie bleue dite conventionnelle, qu'on va appeler en anglais la brown blue economy, l'économie verte, donc en fait, où on a verdi les activités, donc c'est la Sustainable Blue Economy aujourd'hui, et puis ce qu'on va proposer, nous, au travers du terme d'économie bleue régénérative, avec une échelle qui va croissante d'exigences en termes de durabilité. Et bien sûr, en fait, tout ça est confondu, hein, on est obligé de mettre des frontières, mais évidemment, tout ça, ce sont des processus qui avancent. Et bien entendu, on est dans une sorte de transition pour aller un peu plus loin et avec des ambitions plus grandes. Donc, nous, dans ce rapport, on réfléchit à travers cette grille de lecture sur les concepts, les définitions de l'économie bleue qu'on voit de par le monde et parmi tous les organismes et les acteurs, y compris les acteurs économiques. On voit les conséquences aussi que ça peut avoir en termes de principes, d'indicateurs, d'évaluation, parce que finalement, tout est lié. Si vous avez une certaine vision de l'économie bleue en utilisant finalement cette grille de lecture, en fait, derrière, un certain nombre de conséquences s'en suivent. Alors, par exemple, je ne vais pas aller sur tout ce qui est détaillé dans le rapport, mais donc, par exemple, si vous regardez, donc on a fait ce travail sur un certain nombre de définitions existantes. Alors là, désolé, hein, c'est en anglais. Mais voilà, en fait, si on regarde l'économie bleue dite conventionnelle, la brown blue economy, en fait, c'est simplement la somme des activités économiques qui sont plus ou moins liées à la mer. Alors déjà, là, c'est pas évident, hein, parce qu'on se rend compte il y a aussi beaucoup de discussions entre économistes pour bien savoir comment on compte cette économie. Et le lien avec la mer, plus ou moins direct, indirect, quand on a des activités, par exemple, de transformation des produits de la mer, c'est pas aussi net. Et comment on va comptabiliser cette économie, ça peut engendrer déjà des discussions. Mais globalement, cette économie bleue maritime, bon, on agrège les activités du maritime. C'est même ce qui se fait actuellement en France et en Europe avec le DEMF, hein, et qui donc agrège en fait toutes les activités liées à la mer au niveau français et qui donne un rapport, hein. Donc, si on va sur les définitions après de l'économie bleue durable, alors celle qui est le plus en vigueur actuellement, c'est celle de la Banque mondiale. On voit que là, cette définition qui est concise, qui est souvent reprise dans le monde, a le mérite vraiment d'intégrer les piliers du développement durable et de mettre en avant aussi l'importance de préserver les écosystèmes marins et côtiers, parce que c'est aussi un point important du futur de cette économie bleue. Donc, on voit déjà que là, la définition propose une vision qui est différente et qui va un peu plus loin. Et d'ailleurs, dans cette économie bleue durable, c'est là aussi on voit que on sont apparues la nécessité de dire bon bah il faut aussi inclure toutes les mesures d'intégration de stratégie du milieu marin. Donc en Europe aussi, c'est là où on a parlé de la comment dire, de la planification en mer, mais aussi de la DCSMM, la directive 4, stratégie pour le milieu marin, etc., pour prendre en compte, en fait, les enjeux, sachant qu'ils sont complexes et qu'il faut aussi parler de gestion intégrée, en fait. Et puis, donc là, le troisième possibilité, donc là, je prends Adrien pour à réagir, puisque c'est lui aussi qui a été à l'origine de ce rapport. Donc, une économie bleue qui là vraiment est proche de ce qu'on voudrait voir d'une économie bleue régénérative, où on met en avant
la régénération, la protection des écosystèmes marins et côtiers et la prospérité, donc le bien-être des populations, donc un caractère d'inclusion très fort, plus fort peut-être que dans ce qu'on pourrait voir dans la vision du business as usual. Alors, toutes les conséquences, donc là, par exemple, ça implique des conséquences assez fortes quand même, parce que dans cette économie bleue conventionnelle du maritime, finalement, vous avez grosso modo toutes les activités qui sont liées à la mer, point final. Et vous allez rajouter d'autres pans d'activités. Il faut savoir que, bon, on en verra, en parlerai après, mais cette économie bleue conventionnelle, elle peut aussi englober des systèmes en eau douce, elle peut le fluvial, etc. Si on parle d'économie bleue durable, à ce moment-là, on va dire, OK, tout est à peu près dans les contours. On peut inclure beaucoup d'activités. Simplement, il faut que ces activités soient pratiquées de manière durable. Alors là, on voit bien qu'on rentre dans une discussion qui va pas forcément être évidente non plus pour qualifier le critère de durabilité de tel ou tel secteur d'activité, de tel ou tel acteur économique, etc. Donc, on voit que là, il va être important d'avoir des grilles en fait d'évaluation et de bien savoir ce que ça veut dire la durabilité. Si on parle d'économie bleue régénérative, donc là, nous, on a un discours un peu plus tranché, qui est adopté aussi par d'autres acteurs, hein, le WWF aussi, pour dire, attendez, il faut vraiment exclure certaines activités. Si on parle d'économie bleue régénérative, on va dire que les activités qui ne sont pas conformes aux accords de Paris, à l'idée d'avoir d'une décarbonation de nos activités économiques, qui ne sont pas conformes non plus à l'idée des accords de Kunming-Montréal en 2023, donc sur la biodiversité, ben, on va les exclure. Donc, ça veut dire en pratique des choses qui vont être un peu sensibles, en fait, parce qu'on exclut, donc c'est tout ce qui est pétrolier, par exemple, offshore et compagnie, et on considère que, alors on se concentre sur des grands pans potentiels de cette économie bleue régénérative, où la protection, les activités de conservation sont importantes, etc. Le renouvelable aussi, mais à condition qu'il soit bien pratiqué. Et on va exclure aussi tout ce qui est pratiqué de manière non durable. Alors là, typiquement, par exemple, pour des secteurs économiques que nous, on connaît bien, avec lesquels on travaille avec François Simard, comme par exemple l'aquaculture, bon, bah, quel type d'aquaculture peut rentrer dans cette économie bleue régénérative? Et on va avoir la même réflexion sur plein d'autres secteurs économiques. Donc, je vous invite, par exemple, sur le secteur du tourisme, sur le secteur du transport, des énergies, etc., etc. Donc, en fait, on ouvre là quand même un point important de réflexion et pour l'avenir et pour que chacun des acteurs, en fait, s'approprie cette réflexion. Donc, cette économie bleue régénérative, elle est liée à tous ces éléments avec la notion de gouvernance, de justice, d'économie circulaire. On va parler de finance. On va parler aussi de la nécessité d'avoir des données fiables, transférables et ouvertes, en fait, accessibles à tous. Donc, une transparence qui n'est pas du tout évidente hein, dans le milieu de l'économie bleu, on va dire conventionnel. Et puis, on va reconnaître qu'il faut pouvoir avancer sur la recherche et aussi beaucoup de coopération internationale. Pourquoi le côté social très important? Bah, parce que, en fait, c'était la croissance bleue. Bah, on se rend compte qu'elle est souvent entre les mains maintenant de grosses entreprises, de multinationales, et que le risque d'avoir les populations côtières les petits acteurs économiques, small scale, etc., mis de côté. Donc ça, c'est une vigilance qu'il faut vraiment avoir et inclure, avoir en tête tous ces systèmes d'inclusion sociale. La notion de gouvernance hein, qui est inhérente aussi, et la gouvernance aussi qui va permettre aussi de travailler de manière bottom-up, dire en partant vraiment du participatif avec les acteurs et les acteurs du terrain, donc en incluant le plus possible de participation. Et puis,
aussi des secteurs économiques qui pourraient, a priori, par exemple, tout ce qui est carbone bleu, on va dire, ah, bah, ça fait partie évidemment de l'économie bleue régénérative. Oui, mais pour autant, des secteurs comme ceux-là doivent aussi être soumis à des bonnes pratiques et il est important de faire attention de ne pas transférer des externalités négatives en disant, ah, bah, ça c'est une bonne idée, puis finalement de faire finalement d'en produire quelque chose de complètement négatif. Donc, bien inclure tout ça. Donc, sur le transport, la réflexion s'ouvre, mais aussi donc sur la finance. Et là, les principes proposés par le consortium avec le WWF et la Commission européenne, etc., sont plutôt assez robustes en fait pour encadrer cette économie bleue, régénérative. Je continue rapidement. Donc, ce qu'il faut aussi voir, donc, c'est les chiffres. Donc aujourd'hui, l'économie bleue, ça représente pas grand-chose, hein, encore pour l'instant au niveau mondial, même si c'est en croissance. On a déjà à peu près maintenant 3 milliards, hein, je pense, d'activités économiques. Maintenant, si on dit l'économie bleue durable, c'est combien? Alors ça, on ne sait pas trop, hein. Et si on parle d'économie bleue régénérative, encore moins l'idée de chiffres actuellement au niveau mondial. Donc, il y a aussi le guide de travail très intéressant fait avec l'OCDE sur comment dire, l'aide au développement. Et là, on voit bien que, par exemple, l'ODA, donc c'est l'aide au développement, l'économie bleue régénérative, on ne sait pas. Mais en tout cas, déjà, au niveau de l'économie bleue durable, on est déjà juste à euh, un 0,8% de tout ce qui aide au développement général. Et là, c'est guère que la moitié de cette aide au développement pour l'économie bleue. Donc, il y a encore beaucoup de choses non durables, finalement, qui sont financées. Donc, ça, c'est les derniers chiffres hein, de l'OCDE que je vous livre ici, que vous pouvez trouver en ligne, qui vous montrent quand même qu'on a un peu un mieux vers une économie bleue durable qui prend un peu le plat en termes, par exemple, des projets de développement et de la coopération. Donc, va se poser l'idée donc, comme je disais, de pouvoir se dire, mais comment on mesure et sur quel indicateur on va se reposer. Donc, sur l'économie bleue durable, ben, on a travaillé avec les indicateurs habituels et notamment aussi, on fait référence beaucoup aux indicateurs de développement durable des Nations Unies, euh, l'OCDE, etc. Il y a pas mal de référentiels et puis aussi par secteur économique. Sur l'économie bleue régénérative, ben, pour l'instant, ben, je pense que Christian pourra en parler. Ben, il y a effectivement un référentiel intéressant des Ocean Impact Navigator qui s'applique plutôt sur les startups. Et puis nous, avec l'UICN, on a aussi réfléchi avec les solutions fondées sur la nature. Et c'est vrai qu'on a un standard mondial des solutions fondées sur la nature qui peut être un, un point de départ intéressant pour avoir une méthode d'évaluation finalement de comment aller vers cette économie bleue régénérative sur des exemples concrets. Donc, mise en œuvre de l'économie bleue durable, de l'économie bleue dans le monde, il y a des focus, hein. Donc là, je vais aller rapidement, mais voilà, il y a des endroits dans le monde où on voit beaucoup parler d'économie bleue, notamment en Afrique, en Asie, et puis évidemment dans les petits pays insulaires. Et ce qu'il faut que vous preniez conscience, c'est que bah, justement, les interprétations sont très diverses et variées. Chez les Asiatiques, ben, comme en Chine, par exemple, voilà, on a une économie, c'est très pragmatique, hein, on a du boulot, du business, et ça peut être des grands projets industriels comme la région de Qingdao, où c'est fait partie finalement de leur économie bleue. Et puis, ça peut être des projets beaucoup plus, comment dire, délimités dans un environnement avec là où on est proche de peut-être d'une économie bleue régénérative, comme par exemple des méthodes de culture en extensive de crevettes en Indonésie, au Vietnam, qui sont combinées avec de la restauration de mangroves. Alors là, finalement, on coche beaucoup de cases vertes. L'économie bleue en Afrique, qui en fait a été reprise très vite dans l'histoire de l'économie bleue parce que les Africains, l'Union africaine, etc., y a vu une opportunité en fait pour s'attaquer aux enjeux particuliers du développement en Afrique et puis peut-être aussi avoir des opportunités de financement. Donc avec des nombreux sommets économie bleue en Afrique que vous pouvez continuer à voir pas plus tard que le mois dernier. Et
il y a un certain nombre de papiers intéressants qui montrent que ben voilà, l'économie bleue est en marche hein, en Afrique avec des États qui s'en emparent. Et ce papier intéressant l'a fait avec l'équipe de Pierre Fayet, et qui montre bien que les États africains, alors y compris les États qu'on appelle landlocked, donc qui sont à l'intérieur des terres, parce que dans l'économie bleue africaine, en fait, on inclut les grands fleuves, les grands lacs, et donc cette économie autour de finalement de l'eau. Donc voilà, alors il y a tout un process au niveau de nos États pour entrer dans une économie bleue. Et c'est là aussi on voit l'importance de ben, quelle définition, quel principe et sur quoi finalement, sur quelle vision chacun de ces pays va aller définir sa stratégie économie bleue. Les pays insulaires, donc là j'ai insisté, voilà des exemples, hein, et effectivement, vous pouvez retrouver alors là du coup un état d'avancement beaucoup plus loin dans le degré de mise en œuvre d'une économie bleue, parce que aussi on répondait à des enjeux très forts du changement climatique ou des pollutions, du vulnérabilité de ces pays. Donc avec des pays phares comme les Seychelles, les Maldives, mais aussi la région autonome de Tanzanie qui est l'archipel de Zanzibar, où là, vraiment, il y a toute une stratégie économie bleue qui a été mise en place avec beaucoup de projets qui sont financés. Euh, les États du Pacifique. Donc là, typiquement, vous avez l'exemple du Fidji, mais vous pouvez aller voir le Vanuatu et les îles Salomon et vous verrez vraiment des stratégies économie bleue qui ont été mises en place avec du coup de développement d'initiatives locales et d'activités économiques qui se mettent en place. Donc finalement, on peut dire que voilà, on a vu avec cette première de ce rapport et de l'exercice toute l'importance d'essayer de clarifier un petit peu le propos et d'ouvrir le débat pour aller proposer cette économie bleue régénérative avec nous, on se concentre sur maintenant l'application d'une définition et des principes de l'économie bleue régénérative sur un secteur économique qui est celui de l'aquaculture, mais la question est ouverte pour les autres secteurs. Et puis, une approche aussi un peu plus plaidoirie pour promouvoir cette économie bleue dans différentes instances, et notamment des instances internationales. Et là, je vais passer la parole à François, mon co-auteur et collègue de nombreux travaux que l'on a fait ensemble pour expliquer justement au niveau international ce qu'on fait avec cette motion. Merci Raphaëla et bonjour à tout le monde. Donc, je suis François Simard. J'ai travaillé longtemps pour l'UICN, donc l'Union internationale pour la conservation de la nature, sur tout un tas de sujets marins. Et donc là, euh, ce qu'on voudrait vous proposer, effectivement, à partir de tout ce que Raphaëla nous a expliqué, on a quand même des sujets assez forts qu'on a pu identifier et partager avec beaucoup de gens. Et l'IUCN nous permet d'aller un peu plus loin. C'est-à-dire que bon, l'IUCN, c'est une organisation internationale, donc le siège est en Suisse, qui a pour membres différentes catégories. C'est-à-dire il y a les ONG, c'est très connu bien sûr dans le monde des ONG. Donc il y a plus de 1000 ONG qui sont membres de l'IUCN dans le monde entier. Mais il y a aussi les États. Il y a 84 États membres de l'IUCN. Donc ça en fait une organisation tout à fait originale parce qu'en général, ben, comme vous savez, dans les Nations Unies, il n'y a pas d'ONG membres, ils sont observateurs éventuellement, mais c'est les États qui sont membres. Et dans le monde des ONG, ben, il n'y a pas d'État. L'État n'est pas membre des ONG. Donc l'UICN est une organisation tout à fait remarquable et tout à fait intéressante de ce point de vue-là, pour faire passer les idées et les partager avec tout le monde. Et en plus de ça, il y a des membres qui sont les membres des représentants des collectivités territoriales, quelles qu'elles soient, à quel niveau que ce soit, ou des populations autochtones. Donc ça fait 4 catégories de membres qui sont là pour discuter et se mettre d'accord sur un certain nombre de points. L'IUCN a un congrès tous les 4 ans. C'est l'année prochaine à Abu Dhabi au mois de septembre, au cours duquel, bien sûr, il y a un grand forum de discussion de plusieurs jours. Pour ceux qui ont déjà participé, c'est un forum très intéressant sur tous les sujets de la conservation et l'utilisation durable des ressources. Et il y a bien sûr l'Assemblée générale, au cours de laquelle on va élire le président et les conseillers.
mais aussi au cours de laquelle on va donc débattre et adopter ces fameuses motions. Alors les motions sont des textes qui disent simplement à la collectivité, à la communauté de la conservation et de l'utilisation durable des ressources, comment on pourrait faire. Voilà, comment il faudrait faire. Elles sont, selon à qui elles s'adressent, elles sont des recommandations ou des résolutions, et ça, je dirais, c'est un détail. Euh, c'est pas des textes, une fois qu'ils sont adoptés, qui vont être des obligations. Ça n'oblige personne, dans le sens où, de toute façon, les UCN n'obligent personne. Mais disons que tous les membres, qu'ils soient ONG, qu'ils soient État, ben, dans la mesure où ils ont voté telle et telle motion, bah, ils la prennent pour eux, et puis ils l'adoptent, et puis ils la mettent en œuvre. D'ailleurs, si quelqu'un n'est pas d'accord avec une option, il peut simplement, on met au fond de la motion, on met en bas de la motion, tel État n'est pas d'accord avec cette motion. Et dans ces cas-là, il est tout simplement, en quelque sorte, exempté de la mettre en œuvre. Donc ça n'a rien à voir avec un processus onusien qui soit contraignant, etc., etc. Mais en même temps, c'est très fort. Parce que si on voit un petit peu comment ont servi les motions dans l'histoire de l'UICN, on s'en souvient plus du tout, mais par exemple, il y a il y a plusieurs conventions très importantes, comme la Convention du patrimoine mondial, la CITES, qui sont nées à partir de motions déposées par des membres des États un jour dans un congrès de l'UICN. L'UICN est née en 1948, donc ça fait longtemps qu'elle travaille comme ça. Les différents objectifs de la CBD ont tous fait l'objet d'une motion. Avant, le fameux 30-30 dont on parle beaucoup, ben, c'était une motion à l'origine de membres qui ont dit comment on veut faire pour arriver avec nos aires protégées. Donc voilà, on va dire, bon, et les 10% en 2010 déjà, de la CBD, c'était déjà une motion de l'UICN. Donc voilà l'importance des motions. Toutes les motions ne sont pas aussi importantes que celles que je viens de citer, et certaines motions tombent rapidement dans l'oubli, mais disons que ça peut créer un mouvement. Alors voilà pourquoi nous, sur l'économie bleue, nous sommes dit que c'était très intéressant d'avoir un projet de motion. Parce que dans ce que nous a expliqué Rafaela dans le rapport, et dans aussi beaucoup d'autres rapports et documents qui sont faits par des gens dans la sphère de l'UICN, euh, comme le Green Wall que Rafaela a cité, comme ce qui se passe dans les petits États insulaires en développement, il y a des choses assez fortes qu'on voudrait voir adopté par les acteurs du monde, quoi, les acteurs. Alors, je le dis tout de suite, il y a un petit défaut, une petite faiblesse dans tout ce système-là, c'est que malheureusement, je pense malheureusement, mais c'est comme ça, le secteur privé n'est pas membre de l'IUCN. Bon. Il y a eu beaucoup de débats dans plusieurs congrès, comment faire pour que le secteur privé devienne membre de l'IUCN, avec quel biais? C'est pas encore le cas. Par contre, il y a des associations du secteur privé, comme Respect Océan, qui sont membres de l'IUCN. Donc, ce qui permet effectivement quand même au secteur privé, et à travers l'État, les États aussi, ou à travers les collectivités territoriales, d'être aussi très présents. Donc, une motion qui reprendrait les éléments d'économie bleue régénérative expliqués par Rafaela permettrait à beaucoup de gens de s'appuyer dessus dans leurs prochains travaux. Ça permettrait à des États, comme ça, beaucoup de motions servent à ça, et ben de se dire, ben, nous, on va faire une loi sur l'économie bleue. Ben, tiens, on a quand même cette motion de l'IUCN qui est là, sur laquelle on peut se baser pour écrire notre loi sur l'économie bleue. Tel groupement du secteur privé, telle association, peut aussi utiliser les éléments qui sont dans cette motion pour baser des travaux futurs ou des réglementations ou des stratégies, etc. Donc voilà pourquoi c'est assez intéressant et important d'avoir cette motion qui sera présentée l'année prochaine. Elle a été adoptée par le Congrès français, parce qu'il y a un petit congrès français, enfin un congrès français de la nature qui prépare au congrès mondial, donc en général un an avant, donc il a eu lieu fin septembre. Et donc cette motion a été présentée au congrès français, elle a été adoptée au niveau de la France. Maintenant, elle va être débattue, cette motion, avec tous les partenaires de l'UICN, tous les membres de l'UICN qui souhaitent en débattre, que ce soit des ONG, encore une fois, des États ou d'autres constituants de l'UICN. Et on espère bien avoir une motion forte qui sera, bon, on va peut-être Voilà. pas, Mm. voilà le texte, c'est pas la peine d'aller en Mm. détail parce que c'est pas le sujet du webinaire, mais d'ailleurs les gens qui sont intéressés pourront en avoir, c'est
tout à fait ouvert comme processus, hein. Il n'y a rien de caché. Tout le monde, par le biais, bon, faut être membre, mais Respect Océan, vous êtes membre, peut intervenir dans les débats qui vont avoir lieu, qui ont déjà eu lieu par rapport en France, mais qui vont avoir lieu au niveau international dans les prochains mois, pour permettre effectivement à demander des choses claires. Voilà, vous avez devant les yeux, je ne vais pas le lire, hein, ce que va demander pour le moment, là où on en est, ce que demande la motion. Que la motion, que les États, que les gens qui s'intéressent à l'économie bleue se basent sur ces éléments-là pour développer leur stratégie et leurs activités et leur développement. Voilà, la définition. très rapidement. Voilà la Ouais. définition qui est donc proposée par notre rapport et aussi donc qui sera proposée dans la motion. Et puis voilà, et l'encouragement dans la motion, les actions. Voilà, et donc une motion s'inscrit de cette façon-là, il y a des attendus, et puis il y a voilà, ce qu'on demande effectivement aux différents acteurs de faire. Voilà, donc, mais encore une fois, le texte de cette motion, pour les gens intéressés, vous pouvez l'avoir, vous pouvez intervenir à tout moment. Pour le moment, parce que ça va être, bien sûr, il y a un échéancier, il y a un calendrier pour que la motion soit prête à temps pour être votée au Congrès. Merci beaucoup, Raphaëlla et François, pour cette présentation. Donc, on a déjà reçu un certain nombre de questions, mais on a parmi nous aujourd'hui donc Christian Lim de Sven Blue Ocean qui va peut-être se présenter rapidement et Adrien Vincent qui va également se présenter rapidement. Ça vous expliquera peut-être pourquoi on les a conviés à ce webinaire et pourquoi on les a invités à nous faire part de leur retour. On a préparé quelques questions et ensuite on prendra celles des participants. Mais d'abord, merci Christian et Adrien d'avoir accepté d'être présents et de discuter avec nous aujourd'hui. Peut-être présentez-vous rapidement et puis ensuite on attaquera sur les questions. Très bien, merci Aurélie. Je commence, tu Vas-y. m'entends? Ok. Bonjour à tous. Donc moi je suis Christian Lim et je suis voilà, un des fondateurs et directeur du fonds Blue Ocean, qui est un fonds de venture capital qui investit dans les innovations justement pour la régénération de la biodiversité de l'océan. Donc voilà, nous simplement, quand on a créé ce fonds, c'était en 2021, qu'on a d'ailleurs lancé au Congrès mondial de l'IUCN en 2021 à Marseille. On s'est positionné dès le début sur un objectif de régénération de l'océan. Donc pour nous, clairement, ce rapport, voilà, et cette proposition de motion résonne particulièrement. Et ensuite, voilà, j'ai aussi voilà, j'ai eu le plaisir de pouvoir travailler avec Raphaëlla et François dans le comité consultatif, un conseil pour la préparation de ce rapport. Voilà pour l'introduction. Merci Christian. À ton tour, Adrien, de te présenter rapidement avant les questions. Oui, bonjour à tous, Adrien Vincent, je suis consultant indépendant et j'accompagne toutes sortes de structures dans leur trajectoire vers une transition vers une économie bleue plus durable et plus régénératrice. Et donc ça m'a amené depuis plusieurs années à travailler avec un certain nombre de fonds d'investissement, d'acteurs du privé, de start-up et aussi d'organes plus publics et politiques. Et notamment, j'ai travaillé il y a quelques années, pendant 2 ans, avec le High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy, qui est un groupement à l'époque, une quinzaine, maintenant une vingtaine de chefs d'État qui travaillent vers une transition vers une économie bleue plus durable. Et donc, je trouve ça très intéressant et on avait essayé de les pousser il y a quelques années d'aller directement sur régénération, mais ils n'étaient pas prêts. Mais je pense que ce rapport est d'autant plus pertinent aujourd'hui pour montrer que c'est l'étape d'après dans la réflexion. Merci beaucoup à tous les deux. Donc, on a quelques questions à vous poser qui sont en lien avec la présentation. Et je vois que dans la fenêtre de dialogue, il y a aussi des questions qui se raccrochent finalement aux questions qu'on a préparées en amont. Donc, la première question, c'est en gros, comment les acteurs privés peuvent-ils contribuer et mettre en place des actions et des mesures pour tendre vers cette économie bleue régénérative? Il y a une question qui est un petit peu liée dans le chat qui se rapporte à la culture des algues. En gros, est-ce que la culture des algues fait partie de l'économie bleue régénérative? Voilà, est-ce que vous pouvez donner votre avis? Et ensuite, Raphaëlla et François pourront peut-être réagir aussi sur finalement, aujourd'hui, les acteurs économiques, qu'est-ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui, concrètement? Ouais. Je veux bien commencer si tu veux, Christian. Vas-y.
Je pense que premièrement, il faut reconnaître la diversité des acteurs. Quand on parle du secteur privé, c'est pas un gros bloc monolithique. On a quand même une variété d'acteurs entre euh, peut-être la partie plus émergée de l'iceberg qu'on voit dans l'économie bleue régénératrice, qui sont toutes les jeunes pousses et les startups. Et ça, Christian en parlera encore mieux que moi. À l'opposé du spectre, toutes sortes de grands groupes et de gros corporates qui sont établis et qui génèrent plusieurs milliards de chiffres d'affaires par an, et puis entre deux, tout un tissu de PME et d'ETI qui sont les fournisseurs et clients des uns et des autres de ces autres groupes. Donc, premièrement, on a une diversité de typologies d'acteurs, et puis ensuite, secteur par secteur, évidemment, les dynamiques vont être différentes. Certains secteurs, je pense, ont déjà un coup d'avance et par rapport à la question qui était dans le chat, ont en fait déjà un ADN régénératif quand on pense à tout ce qui est aquaculture, coquillage ou algues par exemple, là où d'autres partent de beaucoup plus loin et sont peut-être un peu plus encore au niveau de la brown blue economy dont parlait Rafaela. Euh, donc on va peut-être pas rentrer dans le détail de chacun des acteurs de chaque secteur. Moi, ce que je trouve vraiment particulièrement intéressant avec ce travail, ce rapport et cette motion, c'est presque plus généralement sur la mentalité. C'est faire changer la mentalité qui, depuis, je pense, une bonne vingtaine d'années, il y a progressivement une prise de conscience, mais on a été dans une prise de conscience de je vais continuer à faire la même activité en réduisant un peu mon empreinte carbone, en réduisant un peu mes déchets, en réduisant un peu ma pollution, etc. Mais sans remettre en cause en profondeur les composantes du business model. Et je pense que cette notion d'économie régénératrice, elle oblige à se poser des questions bien plus fondamentales sur la nature des produits, la nature des services et la nature du business model d'une entreprise du secteur privé. Donc, à minima, elle peut déclencher des discussions. Ça peut être via les conseils d'administration et les boards, via les investisseurs qui sont dans les entreprises, via les employés de manière un peu plus, en s'appuyant plus sur la base, qui peuvent forcer les comités de direction à se poser des questions un peu plus profondes, de dire qu'est-ce que ça veut, qu'est-ce que ça implique aujourd'hui de prendre soin des océans. On ne peut plus juste se contenter de faire comme si, enfin, de continuer à vendre les mêmes choses en essayant de faire juste un petit peu moins bien, un petit peu moins pire. C'est vraiment cette notion de repenser en profondeur les services et les produits qu'on va mettre sur le marché pour qu'ils soient régénératifs par défaut. Et donc, avant de parler de l'opérationnalisation détaillée, je pense que déjà, il y a un premier niveau un peu plus élevé qui est ce changement de mentalité. Merci Adrien. Et peut-être ce que je peux essayer de faire, c'est exprimer de façon un peu quantitative ce que tu évoques. En fait, pour nous, hein, l'ambition dans la construction d'une économie bleue régénérative, c'est en fait transformer les industries, toutes les activités humaines, hein, principalement industrielles, qui ont un impact négatif sur l'océan, en mettant fin aux pressions qu'elles exercent sur l'océan. Et je dis ça, enfin, je pèse mes mots parce qu'en fait, je pense que quand on parlait d'une économie durable, bleu durable, en fait, on parlait de simplement peut-être réduire marginalement les impacts ou de, 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 de ne plus accroître les impacts. Alors que là, on parle de changer un modèle, comme disait Adrien, pour que ces industries qui ont un impact sur l'océan, en fait, éliminent les impacts sur l'océan. Et c'est comme ça qu'en fait que l'océan peut se régénérer. C'est lorsque on aura mis fin à la pollution, lorsqu'on aura mis fin à la surpêche et qu'on aura mis fin au réchauffement climatique. Et ça veut dire qu'on a des industries qui sont identifiées. Hein, c'est l'industrie de la pêche, l'industrie de l'aquaculture, l'industrie de transport maritime qui ont ces impacts-là. Ce sont ces industries qui sont des industries qui pèsent chacune plusieurs centaines de milliards hein, de dollars qui doivent passer d'une ambition à on va limiter nos impacts ou on va réduire la croissance de nos impacts à on va éliminer nos impacts. Donc ça veut dire l'industrie, par exemple, de l'aquaculture, ça va être on va ne plus utiliser de poissons sauvages pour alimenter nos poissons d'élevage. Pour l'industrie du transport maritime, ça va être on ne va plus émettre de gaz à effet de serre
et on va aussi plus émettre de bruit sous-marin. C'est cette ambition-là. Voilà, j'essaie de traduire de façon un peu plus quantitative ce que tu disais, Adrien, tu me diras si tu es d'accord avec ça. Mais pour moi, c'est ça que traduit et capture cette ambition d'une économie bleue régénérative. Juste un point que je pourrais ajouter, c'est que, en fait, dans l'objectif, si on a vraiment un objectif de régénération, on s'aperçoit aussi qu'on est obligé d'aller au-delà de l'économie bleue. Parce qu'en fait, si on a une stratégie de régénération qui s'axe sur l'élimination des pressions sur l'océan, en fait, on voit qu'il n'y a pas que les industries bleues, c'est-à-dire qui exploitent l'océan, en fait, qui ont un impact négatif sur l'océan, mais il y a des industries qui ne sont pas dans l'océan, comme l'industrie du plastique ou l'industrie du textile ou autres qui ont un impact négatif sur l'océan et qui ne sont pas considérées comme de l'économie bleue. Donc, voilà, il faut, je pense, dans le cadre d'une stratégie telle que celle-ci, il faut aussi aller regarder au-delà de l'économie bleue. Voilà, c'était juste un point que je voulais rajouter. Merci beaucoup à tous les deux. Est-ce que Rafaela et François, vous avez quelque chose à rajouter? Il y a des questions dans le chat qui sont liées à cette question, qui posent la question des besoins de compétences ou des outils pratiques qui permettraient aux entreprises de se transformer. Donc, si vous avez des compléments aussi par rapport à ça, tous les quatre, n'hésitez pas à compléter finalement la question que je vous ai posée par des questions un peu plus pointues qui sont arrivées dans la fenêtre de dialogue. Voilà. Ok, bah, je vais commencer à essayer de répondre. Merci beaucoup pour toutes ces questions. Merci à Jean-Louis Cromer, hein, là, qui impose pas mal aussi. Euh, En fait, comme on l'a dit, on ouvre vraiment le débat et du coup, François et moi, on se reconcentre maintenant avec l'AFD sur un secteur économique qui est l'aquaculture, dont tu as parlé, Christian, aussi. Et donc, j'ai vu des questions dans le chat. Et par exemple, typiquement, les cultures d'algues, etc., ça, c'est comme le carbone bleu, ça peut faire partie, on va dire, de facto de cette économie bleue régénérative. Simplement, on a pris le temps aussi d'insister dans les principes que vous verrez, que vous pouvez voir aussi dans le rapport, sur des principes clairs aussi de façon de faire, en fait. Et donc, encore une fois, par exemple, il y a des projets de culture d'algues qui sont offshore, donc très au large, très industriels. Moi, je dis pourquoi pas, mais simplement, j'aimerais bien être sûr qu'on est dans un cadre où, en fait, on se soucie aussi du retour avec les populations concernées, etc., etc. Donc, en fait, ce qu'on propose aussi, c'est aussi dans le mot régénérative. On insiste bien pour dire qu'il y a, le premier principe, c'est la bonne santé des écosystèmes marins et côtiers parce qu'on considère que c'est le fondement. Mais le deuxième, les éléments après sont aussi importants, le principe d'inclusion, de gouvernance, etc. Et là aussi, on sort du modèle business as usual. Donc ça, je pense que j'insiste là-dessus. Dans des secteurs donc comme l'aquaculture, nous, on travaille et c'est pas forcément restrictif. Je pense que effectivement, on peut s'attacher à aller au-delà la réduction des impacts négatifs et trouver des moyens de positiver en quelque sorte les modèles utilisés. Et donc, pour l'instant, moi, je suis pas du tout convaincu que notre, par exemple, le secteur de l'aquaculture, on va juste dans le régénératif, on aura que de l'aquaculture de coquillages et des cultures d'algues. Non, il est possible aussi qu'on mette en place des systèmes, par exemple, d'aquaculture multitrophique intégrés qui soient intéressants et qui s'avèrent en fait avoir des impacts positifs. Il y a peut-être aussi que si on a résolu l'équation de nourrissage en se coupant finalement de la pêche sauvage. Voilà, donc en fait ça c'est des points qui apparaissent de manière très aiguë par secteur. Donc dans le secteur de la pêche, par exemple, bon, ben, la question, moi je pense, par exemple, on peut très bien réfléchir avec l'appel qui a été fait récemment et puis, je reprends aussi les termes de la proposition de Didier Casquel. Au fond, il faut peut-être pas considérer un secteur économique tout seul, parce que c'est bien ça l'idée aussi de l'économie bleue régénérative, c'est prendre la mer avec tout ce qu'elle représente, et c'est une activité qui peut résonner avec une autre. Donc, peut-être que, en fait, une pêche
dans une économie bleue régénérative va de concert avec de la protection et des zones de protection fortes, et puis d'autres activités avec un espèce de cercle vertueux qui se met en place. Donc on voit tout de suite que ça en renvoie à des modèles aussi beaucoup plus intégratifs des activités et qu'il y a une histoire de gouvernance et différentes échelles, mais y compris l'échelle étatique qui va jouer un rôle important. Et donc, sur d'autres, il y a une question aussi qui est posée par Jean-Louis, qui est vraie épineuse, hein, qui est effectivement, par exemple, sur un certain nombre de pays africains et dans beaucoup de pays aussi en Asie, etc., l'économie bleue, elle est basée essentiellement sur les activités du pétrole, l'offshore, etc. Donc, faut faire attention de ne pas arriver en disant, bah voilà, non, non, c'est pas bien et compagnie. Et surtout quand on est dans les histoires de coopération internationale et de développement. Mais ce qu'on propose là nous permet de poser cette question essentielle aussi. Si vous voulez, si on veut aller de l'avant, il va falloir aussi se poser la question pour ces pays-là, comment aider à faire une transition et petit à petit s'éloigner des activités pétrolières, sachant que finalement, c'est quand même nos pays industrialisés, qui sont les premiers à, comment dire, recevoir ces énergies fossiles. Donc là, on pose une question qui est d'ordre aussi géopolitique et économique assez fondamentale. Et pour répondre aussi à une question qui était posée, en ce moment, moi, je bosse avec aussi l'OCDE. Et typiquement, c'est des questions qui l'OCDE va mettre en avant comment dire, une proposition de guide pour une économie bleue, ocean euh, économie durable. Donc, et en fait, ils vont pour aller vers une coopération internationale qui soit quand même déjà aussi beaucoup plus focalisée sur peut-être ce futur. Merci, Raphaëlla. Il y a Adrien qui lève la main et qui souhaite réagir, j'imagine, à tes propos, mais peut-être à des questions qui sont présentes dans le chat. Ouais, je voulais rebondir sur le sujet africain sans du tout avoir la prétention de me présenter comme expert. Et je pense que la question est très légitime et c'est facile depuis nos bureaux français de donner un peu des leçons sur ce que devrait être une économie bleue régénératrice. Il y a quand même quelques exemples qui peuvent donner un peu des sources d'espoir ou en tout cas montrer comment aujourd'hui on peut être à des carrefours où il y a des choix politiques forts qui peuvent nous orienter vers une économie bleue régénérative versus euh, accroître cette dépendance sur une économie bleue marron. Et le pays que j'avais en tête, c'est la Namibie. Aujourd'hui, quand on regarde l'économie bleue en Namibie, c'est principalement de la pêche qui s'est un peu améliorée, mais qui a quand même pendant des années été de la pêche pas très durable, avec des allocations de quotas qui d'ailleurs ont donné lieu à des affaires qui ont été révélées de corruption par des acteurs étrangers auprès de politiques namibiens. Et le deuxième gros contributeur à l'économie bleue en Namibie, c'est l'extraction de minerais et de diamants dans les zones côtières. Donc on est quand même sur de l'économie bleue très brune. Aujourd'hui, quand je dis que là, les gouvernements sont à un carrefour, c'est qu'il y a quelques acteurs pétroliers qui commencent à regarder s'il n'y aurait pas des réserves à aller exploiter, à aller forer sur les côtes namibiennes. Et en même temps, à côté de ça, il y a des alternatives qui sont discutées de plus en plus sérieusement au niveau du gouvernement namibien avec des acteurs privés, des investisseurs privés, des banques de développement, autour par exemple du développement d'une infrastructure de carburant propre pour des bateaux en Namibie, donc que ça soit produire de l'hydrogène vert, de l'ammoniac vert ou je ne sais quoi en utilisant de l'énergie renouvelable au bénéficiant du fait que c'est un pays qui a beaucoup de soleil et beaucoup de vent. Donc on produirait à terre de l'électricité qui permettrait de faire des carburants pour les bateaux qui soient propres. Et on a aussi, notamment tracté par un gros acteur, on a une industrie des algues qui est en train de se développer sur la côte namibienne pour en faire des biostimulants en particulier comme alternatif à des engrais chimiques pour accompagner aussi le développement d'une agriculture plus durable et plus intégrée sur le territoire africain. Et donc, à nouveau, personne ne sait comment la Namibie va décider de prendre ce virage.
mais je pense que ça peut être une source d'espoir de se dire que il existe des alternatives qui, a priori, économiquement et socialement, peuvent être génératrices de PIB, génératrices d'emplois et attractives pour des gouvernements africains qui soient plus dans le domaine de l'économie régénératrice plutôt que de s'enfoncer ou de rejoindre la course à l'exploitation de pétrole comme leurs pays voisins ou un peu plus haut sur le continent. Donc c'était juste pour donner un exemple qui j'espère sera une source d'espoir. On verra dans les années qui viennent comment et s'il transforme cet essai et si ça devient un vrai pionnier, un vrai champion de l'économie régénérative. Mais bon, voilà, source d'inspiration potentielle. Merci Adrien. François, tu lèves la Oui, main. oui, merci. Oui, tout à fait d'accord avec ce qu'il vient de dire. Et puis Raphaël a dit déjà beaucoup, beaucoup de choses. Mais je pense qu'il faut pas oublier effectivement que ces concepts d'économie bleue régénérative, ils viennent pas forcément des pays développés. Il y a beaucoup d'éléments qu'on a repris qui viennent vraiment des pays qu'on dit en développement, qui viennent des petits États insulaires en développement, qui viennent. Donc, effectivement, on peut se poser la question, de notre point de vue de pays développés, comment l'Afrique peut faire ça? Mais je crois que les Africains ils doivent se la poser eux-mêmes et ils ont d'autres parcours, d'autres façons d'arriver à ça. Donc, la question de se dire comment on peut appliquer ça en Afrique, bah, d'abord, il faut que ce soit les Africains qui y réfléchissent, et puis je crois qu'ils auront des solutions qui ne sont pas celles qu'on pourrait leur proposer, de toute façon. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, si on utilise ce mot régénérative, c'est parce que c'est pas un mot français. C'est-à-dire que c'est pas un mot qui existe en France, en français. C'est un mot qui a été inventé qui vient de l'anglais. Mais donc qui veut après, a priori, pas, qui pour nous est un concept qu'il faut réussir à comprendre et bien englober. C'est pas régénératif, hein, volontairement, et c'est surtout pas restaurateur ou restauratrice, bien que ce soit inclus dedans, hein. Mais donc il faut voir ça, comme l'a dit Raphaël, de façon beaucoup plus large. Il faut voir comment les paradigmes peuvent changer, comment stratégiquement on peut aborder au niveau du développement d'un tel et tel secteur ou des secteurs entre eux cette économie régénérative. Donc, bien sûr, il y aura des choses très concrètes à faire. On ne peut pas parler que d'idées, mais il faut sortir un petit peu de se demander, tiens, comment je vais faire pour régénérer l'écosystème. C'est pas si simple que ça. Malheureusement, ce serait bien, mais c'est pas si simple que ça. Il faut inclure, intégrer de façon majeure toutes les questions sociales. Ça, c'est vraiment fondamental. Donc, là, si on prend la pêche, par exemple, bon, il faudrait creuser tout ce que je dis, mais la pêche qui maintient une communauté locale dans un endroit en étant durable et en prenant sur le stock ce qu'elle peut prendre, petite pêche côtière, peut être considérée totalement comme une activité bleue régénérative. Ça ne veut pas dire pour autant qu'elle régénère l'écosystème. Elle maintient le système en place, elle maintient un développement durable. Et dans ce cadre-là, elle est régénérative. Donc, voilà un petit peu comment il faut aborder cette question quand on se pose la question, j'ai vu dans le chat, mais qu'est-ce que je peux faire? Voilà. C'est un peu, faut un zoom arrière un petit peu. Merci à tous pour vos réponses. Donc, on avait préparé un certain nombre de questions, mais je vois que l'heure avance. Donc, il y a beaucoup de bribes de réponses dans l'ensemble de vos prises de parole. Aujourd'hui, donc, comme on l'a évoqué à plusieurs reprises, compte tenu de l'état des écosystèmes, donc le terme durable n'est plus suffisant. C'est pour ça qu'il y a une proposition de passer à un modèle régénératif. Et on vient de voir au travers de toutes vos réponses quelles sont les pistes d'action et de mesures à mettre en place et les quelques difficultés, mais aussi là où il y a de l'espoir. Mais globalement, on en est où aujourd'hui entre ce qu'il faudrait faire pour tendre vers ce modèle régénératif et là où on en est aujourd'hui, où en sont les différents acteurs économiques. Et là, je ne parle pas uniquement que des entreprises, mais les différentes instances, les différents États, les différents fonds, les différentes entreprises, où on en est aujourd'hui concrètement dans ce modèle, dans cette transition vers un modèle régénératif. Qui veut prendre la parole en premier? Euh, je vais prendre la parole rapidement. Je voulais simplement dire, parce que ça répond un peu à des questions aussi
Moi, j'ai fait cette présentation à sur pas mal d'instances, et notamment l'OCDE, avec un certain nombre d'États émergents et là. Par exemple, un pays comme l'Indonésie, vient d'écrire feuille de route très détaillée, sa policy, donc sa loi sur l'économie bleue, durable pour eux, et donc et qui inclut des secteurs comme les grands ports, l'exploitation pétrolière et compagnie. Donc, je ne me sentais pas forcément très à l'aise. Et en fait, non, ils sont venus me voir et ils m'ont demandé de refaire cette présentation en m'expliquant que justement, pour eux, c'était inspirant. Et j'ai beaucoup aimé ce terme parce que voilà, on est vraiment sur l'idée d'une potentielle trajectoire et qu'effectivement, dans un pays comme en Indonésie, par exemple, il y a un certain nombre d'exemples qui existent, qui peuvent tout à fait rentrer dans cette sphère de pensée qu'on promouvoit de l'économie bleue régénérative. Donc, euh, voilà déjà première chose. Après, sur l'état, par exemple, des lieux de l'économie bleue dans le monde, aujourd'hui, il y a un certain nombre de pays qui sont en train de se mettre en marche, qui sont déjà très avancés sur la feuille de route. Je déploie une économie bleue et je mets ce que je veux dedans en définissant ma vision, etc. La France vient même aussi de faire sa stratégie nationale de la mer et du littoral ou par ailleurs, elle définit pas ce que c'est que l'économie bleue, hein. Enfin, c'est juste la définition du DEMF que je vous ai monté. Bon. Et donc, en fait, cette économie bleue, elle se diffuse dans le monde, les gens se l'approprient. Pour eux, la plupart des États, et dans l'idée, bah, c'est qu'effectivement, c'est une économie bleue durable. Maintenant, donc avec tout ce que ça peut impliquer, maintenant, c'est vrai que comme principe, y compris pour différents secteurs économiques, maintenant, pour ce qui est de l'économie bleue régénérative, je pense on est encore dans quelque chose d'assez nouveau et qui donne bah, toute la force de cette réunion, par exemple. C'est vrai, oui, on est un peu en train de défricher complètement, beaucoup même. C'est pour ça aussi qu'on le porte aux différentes instances, y compris l'année prochaine, parce que c'est important que ça soit relayé. Et c'est aussi important que vous, chacun, puisse le relayer dans sa propre sphère d'influence, quoi. Mais je pense que là, le chantier, il s'ouvre, en fait. Donc, on est encore très loin d'avoir de l'économie bleue régénérative qui soit vraiment diffusée dans le monde. Par contre, à vous de parler maintenant, mais j'ai l'impression que ça prend un petit peu quand même. Merci, Raphaëlla. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite répondre à la question que j'avais posée initialement? Adrien, Christian, François, est-ce que vous avez un avis sur là où on est aujourd'hui pour migrer, entre guillemets, vers une économie bleue régénérative? Moi, je viens déjà commencer par compléter ce que disait Raphaëlla sur l'aspect État. Et je pense il y a quand même un certain nombre de sources d'espoir. Je pense que c'est très facile de devenir très dystopique et pessimiste en regardant les infos et en regardant par la fenêtre, mais essayons quand même de célébrer quelques sources d'espoir qui sont peut-être pas en tant que telles labellisées économie bleue régénérative, mais qui sont en fait des cadres plus généraux qui sont complètement alignés avec ces valeurs-là. Et donc, là, peut-être que pour tout le monde, c'est évident, mais je voudrais juste vous rappeler, au niveau multilatéral international, on a quand même depuis peu ce traité de la haute mer qui s'appelle Hum, en anglais BBNJ, qui va quand même permettre de bien mieux gérer ce qui se passe au-delà des hum, 200 000 des ZEE, vraiment dans une logique de durabilité, de régénération et de protection. Euh, on a les accords de Kunming-Montréal Montréal dont on parlait, je crois, François ou Raphaëlla, avec le 30% d'air marine protégée d'ici 2030. On a le traité plastique aussi qui mobilise toute la communauté internationale. Là, ça revient à ce que disait Christian, qui peut être un des facteurs exogènes à l'économie bleue régénératrice, mais qui est en fait un- quelque chose de nécessaire pour pouvoir envisager des activités en mer durables. Déjà, commençons par limiter tous les intrants qui viennent de la Terre. Et puis au niveau la Commission océanographique internationale de l'UNESCO, on a cette décennie des sciences océaniques qui a démarré en 2021 et qui jusqu'à 2030
vise à développer un maximum de connaissances autour de la gestion durable de l'océan et qui inclut mieux connaître, mieux comprendre l'océan et aussi certainement trouver des façons innovantes de travailler intelligemment et durablement avec l'océan. Donc, au niveau international, je pense qu'on a quand même cette vague de fond avec ces différents accords, ces différents traités qui, euh, qui sont encore loin d'être implémentés, mais qui au moins donnent le ton. Et puis, au niveau des pays, je vous disais dans l'introduction que j'avais longtemps travaillé avec le Ocean Panel, là, ce groupe de chefs d'État. Donc, on a quand même une vingtaine de pays, dont font partie la France, hein, qui est représentée par le président Macron, qui se sont, dans le cadre de ce panel, engagés à construire ce qu'ils ont appelé un Sustainable Ocean Plan, c'est-à-dire un plan de gestion intégré de développement de leur économie bleue durable, euh, qui à nouveau laisse une part libre à l'interprétation de chaque pays de voir ce qu'il va vouloir considérer comme régénératif ou durable, mais qui est quand même guidé par ce panel avec un certain nombre de principes assez forts. Euh, Ce que disait Rafaela sur l'intégration entre plusieurs secteurs plutôt que de les voir en silo, donc comment mieux combiner le développement de l'éolien avec le développement de certains types d'aquaculture ou certaines aires marines protégées, comment gérer la transition vers une pêche plus durable, comment euh, intégrer le renouveau du transport maritime avec potentiellement des carburants ou des types de navires différents. Et donc, on a tous ces pays qui se sont engagés à développer ce plan et ensuite à le mettre en place. Un certain nombre a déjà une première version qui tient la route. Donc voilà, tout ça pour dire qu'au niveau politique publique et international, on a quand même, je pense, un certain nombre d'éléments qui nous montrent que avec l'inertie du système, certes, mais on pousse dans cette direction-là. Et alors, j'ai déjà beaucoup parlé, donc je vais peut-être laisser Christian compléter sur la partie peut-être investisseur ou secteur privé, mais je pourrais y revenir aussi, évidemment. Bah, sur la partie secteur privé, on voit que les industriels eux-mêmes ont pris des engagements très forts. Donc, on peut y citer l'IMO, hein, donc l'Organisation maritime internationale, qui a relevé son ambition de décarboner à hauteur de 50% à 2050, à décarboner complètement d'ici 2050. Donc ça veut dire que on a devant nous la perspective d'une transformation complète de la flotte de transport maritime mondial dans la prochaine décennie. Donc ça, c'est un exemple, mais on a d'autres exemples. Par exemple, en aquaculture, il y a 2 ans, il y a 1 an à peu près, il y a ASC, donc Aquaculture Stewardship Council, qui a publié une nouvelle norme sur les intrants, donc en fait sur la part de marine dans les ingrédients pour l'alimentation des boissons, et qui donne une notation plus forte à des choses comme l'insecte ou les micro-algues ou autres. Donc ça aussi, c'est un signal fort et qui commence à transformer l'industrie. Donc au niveau de l'industrie, on voit des engagements et des signaux très forts. Et au niveau des investisseurs, on a tout cet écosystème qui soutient les startups de l'océan. Alors, il est encore trop petit. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de startups qui sont frustrées parce qu'il n'y a pas assez de soutien, mais c'est quand même un écosystème qui grandit. Quand on regarde, donc 1000 Ocean Startups, en fait, le nombre de membres est passé de 6 à 50 à peu près. On doit être à 45 là, et on est en train de faire rentrer 5 nouveaux membres. Donc, entre 45 et 50 en un peu plus de 3 ans. Et on n'avait que des membres européens et nord-américains. Maintenant, on a des membres d'Asie et d'Amérique latine depuis cette année. Et tout ça, c'est des acteurs qui soutiennent les startups de l'océan, qui développent ces solutions, ces innovations pour transformer les grandes industries qui ont un impact sur l'océan. Et les actifs sous gestion sont passés de 200 millions à 1,5 milliard. Voilà, pareil, à peu près 4-5 ans. Et en plus, l'écosystème s'organise avec, comme l'indiquait tout à l'heure Rafaela, la création de l'Ocean Impact Navigator, qui est cet outil de mesure de l'impact commun à tout l'écosystème. Et donc, voilà, ça encore, c'est des signaux que
on a des changements qui sont en cours avec un vrai dynamisme au niveau de l'investissement et de l'innovation. Donc, si on met tout ça ensemble, on a à la fois les politiques publiques, hein, comme aussi l'ont évoqué Raphaëla et Adrien. On a les entreprises et les organisations industrielles. Et on a les innovateurs et puis, sur certaines mesures, la finance aussi. Alors, pas sur l'ensemble du spectre, mais au moins sur le spectre innovation. Donc, je trouve que ça fait quand même pas mal d'éléments qui doivent nous encourager à continuer à nous battre. Voilà. Merci beaucoup. Je ne sais pas si si Raphaëla, François, vous avez des éléments complémentaires à exprimer. Mais je vous propose qu'on avance dans la liste des questions. Et donc, Raphaëla, tu as commencé à en parler donc, dans ta présentation. Et Christian vient de le réévoquer, l'Ocean Impact Navigator. Et ça me permet de passer à la dernière question que nous avons préparée ensemble sur les outils de mesure d'impact. Aujourd'hui, finalement, il existe des outils, mais est-ce qu'ils sont prêts à être utilisés pour mesurer les impacts de l'économie bleue régénérative? Est-ce qu'il y en a d'autres que ceux qui ont d'ores et déjà été évoqués dans ce webinaire? Est-ce que l'Ocean Impact Navigator peut être une base pour justement construire un système d'indicateurs global pour l'économie bleue régénérative? Voilà, c'est la dernière question sur les outils pour mesurer l'impact de l'ensemble des mesures et actions qui doivent être mises en place pour aller vers ce modèle d'économie bleue régénérative. Peut-être je vais commencer. Alors, bon, effectivement, il y a un outil qui est disponible aujourd'hui, c'est l'Ocean Impact Navigator. Je pense qu'il est totalement opérationnel aujourd'hui. On est plusieurs. C'est un outil qui est destiné, qui a été conçu pour les startups qui aident les grandes entreprises à réduire leurs impacts, en gros, principalement. Et avec certaines qui sont aussi une activité elle-même régénératrice, mais voilà, c'est un mélange des deux. Et l'outil est totalement opérationnel. L'adoption commence, hein, mais la plupart des acteurs, enfin, ouais, une grande partie des acteurs de l'écosystème sont en train de le mettre en place. Et on a plusieurs acteurs qui l'ont mis en place complètement sur l'ensemble de leur portefeuille ou sur l'ensemble de leur activité. Et donc, ils commencent déjà à avoir de l'agrégation au niveau de l'écosystème et on devrait avoir les premiers résultats annoncés voilà, dans le courant de l'année. Donc voilà, pour cet écosystème, il y a cet outil-là et je pense que l'enjeu, c'est de continuer à tous l'adopter, à l'utiliser, à contribuer à l'améliorer en l'utilisant. Voilà. Ensuite, la question, c'est est-ce qu'il peut servir à d'autres? C'est un outil qui a été conçu pour, en fait, mesurer l'impact pour les entreprises qui ont dans le cœur de leur modèle d'avoir un impact positif sur l'océan. Donc pour toutes ces entreprises-là, je pense qu'il est directement utilisable, même si ce n'est pas des startups. Au-delà, en fait, pour beaucoup d'entreprises, hein, donc les grandes entreprises qui sont établies depuis longtemps et qui plutôt ont un impact négatif sur l'océan, on peut pas, voilà, que ce soit de la pêche ou de l'aquaculture, enfin vraiment traditionnelle euh, euh, ou même du transport maritime, on est dans des situations différentes puisqu'il s'agit de réduire un impact qui est d'abord, enfin, dont le point de départ est qu'il est négatif. Et là, donc, je pense que l'outil peut être utilisé, mais il y a peut-être une adaptation à faire. Parce que voilà, il a juste pas été construit avec cet avec ce point de départ. Et après, voilà, donc c'est une question un peu ouverte pour moi. Là, je suis curieux de l'avis et d'autres, notamment Adrien, qui a évidemment connaît très très bien l'outil et qui a une perspective plus globale que moi. Et puis, voilà, je suis sûr qu'il y en a d'autres qui pourront parler d'autres outils qui existent aussi dans l'écosystème. Simplement pour compléter ce que Christian vient de dire, pour revenir à la genèse de cet outil Ocean Impact Navigator, le point de départ était qu'il y a quelques années, avec l'éclosion de tous ces fonds bleus spécialisés impact et de tout cet écosystème de startups
qui veulent vraiment travailler et se positionner vers une économie bleue qui, alors, à l'époque, était peut-être pas appelée régénérative, mais philosophiquement l'était. Euh, il y avait, d'après l'écosystème, un trou dans la raquette parce qu'aujourd'hui, on ne trouvait que des méthodes de mesure et de reporting d'impact qui étaient adaptées à des acteurs plutôt de l'économie bleue marron qui veulent réduire leurs impacts. Donc, en fait, le point de départ a été de se dire quels seraient les indicateurs qu'on pourrait suivre pour des startups qui, elles, dès le départ, veulent ou tendent à avoir un impact régénératif sur l'océan. Donc, c'est ça que je trouve intéressant avec cette méthode, c'est que philosophiquement, c'est complètement aligné avec ce qu'ont décrit François et Raphaël. Maintenant, effectivement, d'avoir la prétention de dire que cet outil peut être généralisé à toutes sortes d'acteurs, gros acteurs corporate établis, secteur public ou je ne sais quoi, je pense qu'il y a encore un petit peu de temps de maturation et d'appropriation par l'écosystème qui était la cible de cet outil. Je trouve que, comme disait Christian, on est déjà super content de voir que je crois qu'il y a plus d'une vingtaine de fonds qui se sont engagés à utiliser cette méthodologie pour mesurer et reporter leur impact vis-à-vis de la société civile, vis-à-vis de leurs propres investisseurs et pour accompagner les startups dans leur portefeuille à mesurer leur impact. Donc, je pense que c'est déjà génial. Maintenant, peut-être que cette méthode peut être encore améliorée et peut-être que suite au travail avec l'UICN, avec la motion, ça permettra d'enrichir encore l'outil et d'apporter des perspectives additionnelles pour ensuite l'élargir à d'autres usagers ou d'autres audiences cibles au-delà de ce monde Startup Impact. François, Raphaëla, est-ce que vous voulez compléter avec d'autres éléments? Ouais, pour notre part, par exemple, la question n'est pas facile, donc nécessite un vrai travail avec les acteurs économiques directement, là, cette fois-ci. Et donc, nous, et puis les autres parties prenantes, parce qu'il ne faut pas oublier ce caractère inclusif, intégrateur. On est dans l'approche écosystémique, donc chaque secteur n'agit pas tout seul, notamment sur l'océan. C'est particulièrement important. Donc, nous, on travaille justement sur cette mise en œuvre, réflexion sur les indicateurs avec le secteur de l'aquaculture. Et je dirais que on regarde, il y a tous les indicateurs de durabilité qui sont habituellement utilisés. Simplement, peut-être que on va dire que ça c'est la base. Il faut que on soit dans quelque chose qui soit pratiqué de manière durable et maintenant qu'il soit pratiqué de manière plus dans l'esprit de l'économie bleue régénérative, on s'inspire beaucoup, par exemple, du standard mondial des solutions fondées sur la nature avec les travaux qu'on a fait sur l'aquaculture, où en fait, il s'agissait d'aller chercher des gains positifs sur la biodiversité. Alors, c'est un challenge hein, pour l'aquaculture, puisque d'habituellement, en aquaculture, on réfléchit juste réduction des impacts négatifs. Alors là, démontrer qu'on a des points positifs sur la biodiversité, ça, c'est un challenge. Maintenant, sur le plan socio-économique, intégration, etc., et, le secteur de l'aquaculture a beaucoup de progrès à faire. Il y a beaucoup de questions à se poser sur les modèles économiques. Et donc, je vous ai cité tout à l'heure le cas d'exemple, par exemple, au Vietnam et en Indonésie, de ces projets Selva Shrimp. C'est pas simplement production de crevettes en extensive avec de la restauration de mangroves, mais ce que j'aime bien aussi, c'est qu'ils ont associé une réflexion sur comment le faire avec les petits producteurs locaux, avec euh, comment dire, des éléments de commerce équitable, etc. Donc en fait, bon, il faut dépasser aussi, il faut aller au-delà de simplement des critères indicateurs environnementaux. À la limite, nous, par exemple, dans le secteur aquaculture, on sait bien qu'on va s'appuyer sur peut-être des recherches d'indicateurs positifs sur les écosystèmes. Mais le challenge, ça va être aussi de trouver des bons indicateurs sur le plan socio-économique pour montrer qu'on sort un peu de ce business as usual, que par exemple, ça, il faut se poser la question, hein, par exemple, dans beaucoup de pays émergents, la production aquacole est uniquement basée sur un modèle d'exportation vers nous, vers nos pays. Nos pays. Peut-être créer effectivement plus de valeur ajoutée, peut-être voir comment
les producteurs s'emparent eux-mêmes, s'approprient finalement cette chaîne de valeur. Enfin, voilà, il y a toutes ces questions qui sont ouvertes et je pense que sur tous les secteurs économiques, c'est un travail de fond. Donc, loin de nous de penser qu'on apporte là vraiment, on considère que c'est maintenant qu'il faut se retrousser les manches pour trouver des bonnes idées. Et c'est probablement aussi, comme le disait François, dans certains pays, bah, c'est avec les gens localement qu'on va trouver aussi les bons indicateurs et la façon de procéder. Je crois qu'Adrien a levé la main pour compléter, donc tu peux prendre la suite. Alors, en réalité, comme je vois qu'il reste pas beaucoup de temps, je voulais proposer de revenir sur un sujet qui a été soulevé dans le chat, presque plus de définition et de taxonomie de qu'est-ce qui est dans la durabilité et qu'est-ce qui est dans le régénératif. Et je pense que j'aurais bien aimé partager en tout cas ma vision des choses et ça sera un bon test vis-à-vis des experts Raphaëla et François de voir si j'apporte encore plus de confusion qu'autre chose. Mais je pense que par exemple, on dit par exemple ce qui est marqué dans le chat, la pêche durable, la décarbonation et le transport maritime, c'est déjà dans la durabilité et c'est pas forcément dans le régénératif. Euh, la façon dont moi je vois les choses, et ça me permet de reboucler avec ce que je disais en introduction sur le changement de mentalité et de paradigme. Aujourd'hui, on va avoir des acteurs du transport maritime qui considèrent qu'ils sont dans la durabilité parce qu'ils ont trouvé une façon de réduire leur consommation slash émissions de gaz à effet de serre de 20 à 30%. Donc, c'est du transport durable. On va avoir des bateaux-usines qui vont pêcher des centaines de tonnes de poissons, mais dans le cadre de quotas légaux et en plus en disant qu'ils ont fait zéro déchet parce qu'ils ont valorisé 100% des poissons. Donc, ça a le tampon durable. Maintenant, je ne suis pas sûr que ça soit suffisant et je ne suis pas sûr que ça soit vraiment aligné avec euh, une amélioration de la santé de l'océan à moyen long terme. Et donc, quelque part, l'idée de pousser un cran plus loin vers régénératif est bien de montrer que baisser de 20 à 30% ses émissions sur un trafic mondial qui augmente, donc chaque bateau, peut-être de manière unitaire, va faire moins 20-30%, mais si le trafic augmente de 30%, finalement, l'effet va être nul et on aura toujours autant ou toujours plus de ppm dans l'atmosphère. Et pareil pour la pêche, ok, on est dans les clous par rapport à des quotas, mais peut-être que c'est une réflexion plus systémique sur ces quotas qui sont plus adaptés ou ces quotas qui représentent pas les changements de population avec en plus les changements de température de l'eau qui changent complètement tout ça. En fait, c'est pas du tout suffisant et il faut penser un cran plus loin. Et donc, moi, la valeur ajoutée que je vois avec cette notion d'économie bleue régénérative, c'est de dire, c'est très bien, valorisons tous ces efforts qui ont été faits pour la réduction d'impact d'activités existantes, mais forçons-nous quand même à penser un peu plus en rupture, à se poser des questions plus structurantes de fond de quels services et quels produits on veut fournir et en fait à quels besoins répondent ces services et ces produits. Aujourd'hui, la plupart des économies sont structurées en termes de produits vendus ou de services vendus, mais pas forcément de services rendus. Et la nuance est importante pour moi. C'est pas est-ce qu'on a nourri la population, c'est combien de kilos de bouffe on a vendu. Et donc je pense qu'il y a, pour moi, la vraie valeur ajoutée, la vraie philosophie de cette économie bleue régénérative, c'est vraiment d'aller un cran plus loin que cette décarbonation très bien et c'est super de faire moins 20, moins 30, mais vraiment aller sur du zéro ou pareil pour la pêche ou la pêche. Voilà. Bon, je pense que vous avez compris mon point. Je vous laisser un petit peu de temps pour François et Raphaël pour réagir et me rassurer sur le fait que j'ai bien compris ou non. Et si je peux aussi réagir un petit peu, mais voilà, je ne sais pas s'il y aura une ou deux minutes pour que je puisse réagir sur le sujet, mais Si, je on vous peut laisse. prolonger de quelques minutes, il n'y a aucun problème. Est-ce que vous voulez y Vas-y, aller, Chris. François et Raphaël? Ah, ok. Oui, ben, Juste un mot, parce que je pense que ça vaut aussi. Moi aussi, je soumettrai un peu cette opinion à votre vue experte. En fait, dans notre stratégie, hein, alors là, je parle au nom du fonds SWEN, enfin Blue Ocean. Ce qu'on appelle la régénération, c'est en fait principalement, ou plutôt notre stratégie de régénération, c'est l'élimination des vecteurs de pression sur l'océan.
Donc, c'est l'élimination de la surpêche, l'élimination de la pollution de l'océan et l'élimination du changement climatique. Et donc, dans cette liste-là, on n'a pas, en fait, on n'a pas, par exemple, d'aller créer de l'habitat avec soit en plantant des coraux ou en plantant du kelp. On n'a pas, voilà, nettoyer l'environnement avec de l'aquaculture multitrophique qui va utiliser des concombres de mer ou des huîtres ou des choses comme ça. C'est plutôt, enfin, ça peut en faire partie, mais le cœur de la stratégie, c'est plutôt l'élimination des vecteurs de pression. Et la raison, c'est que en fait, c'est un constat qui, je pense, est scientifique, hein, mais je vais poser la question scientifique, c'est que l'océan a une capacité de régénération, d'autorégénération qui est extrêmement forte et qui dépasse tout ce que pourra faire la main de l'homme. Moi, je prends un exemple qui m'a vraiment marqué dans ma réflexion sur le sujet, c'est quand j'ai eu la chance d'aller à Palau, en Micronésie, un archipel avec des récifs coralliens qui sont réputés parmi les plus résilients. En fait, ils ont pratiquement été détruits en 2006 suite à une vague de chaleur. Et en 2016, ils avaient récupéré parce que c'est une île où il n'y a pas beaucoup de surpêche. Enfin, c'est une des plus grandes aires marines protégées au monde, enfin, relativement à la surface d'océan qu'ils ont. Il y a très peu de pollution. Et pendant 10 ans, il n'y a pas eu de pression, de changement, enfin de nouveaux d'épisodes de réchauffement. Et donc, en 10 ans, le récif corallien a récupéré. Donc, ça montre en fait la capacité de régénération incroyable de l'océan. Et donc, c'est pour ça que notre stratégie est plutôt axée sur l'élimination des pressions pour que l'océan lui-même se régénère, plutôt qu'activement, par la main de l'homme, aller régénérer. Mais après, ça n'empêche pas que ça a de l'intérêt, mais c'est, disons qu'en termes d'arbitrage pour être le plus efficace, c'est plutôt là qu'on concentre nos efforts. Voilà. Et c'est pour ça que la décarbonisation du transport maritime, si elle est totale, pour nous, on la considère comme une forme de régénération. Enfin, de- Alors, suite à ces deux dernières interventions, donc d'Adrien et Christian, je pense que le mot de la fin, la conclusion finalement, va être pour vous, Raphaëlla et François. Et je vous propose du coup de réagir à ce qui a été dit et de conclure finalement cette intervention d'aujourd'hui. Et je remercie beaucoup l'ensemble des participants et puis à tous les quatre d'avoir participé à ces échanges qui ont été assez riches. Commence, Raphaëlla, comme ça je te laisserai le mot de la fin. Ouais, d'accord. Moi, je vais être très très court. De toute façon, Adrien a tout à fait bien dit les choses et c'est tout à fait ça. Je dirais simplement que jusqu'à présent, durable, c'était avoir une action pour empêcher que ça aille plus mal, hein. Et régénératif, c'est faire une action pour aider que ça aille mieux. Donc, il y a ce côté action positive vers l'océan. Donc, effectivement, c'est un cran plus loin, évidemment, mais dans le sens où on est proactif vers quelque chose qu'on veut avoir et pas on est seulement, ah bon, je vais faire en sorte que ça n'aille pas plus mal, quoi. Ce qui était la base quand même de la durabilité. Ça va durer comme ça et on va faire en sorte que ça ne s'aggrave pas. Là, on va vraiment un cran plus loin et c'est qu'est-ce qu'on peut faire à tous les niveaux, sociaux, écologiques, économiques, que ça aille mieux. Et donc voilà, là, un peu pour moi la blue economy régénérative. Oui, donc en fait, je pense que Adrien et Christian, en fait, on est bien d'accord et ça fait partie de ce qu'on propose, mais simplement, c'est pas tout à fait au même niveau. Donc, Christian, ce que tu dis là, c'est tout à fait. On est bien d'accord que les systèmes, la première des choses à faire, c'est de mettre en place des systèmes où les écosystèmes marins et côtiers puissent se régénérer ou être protégés et que c'est ça qui va marcher. Mais là, on est en train de discuter d'un modèle économique global, un peu, un concept global. Et donc, en fin de compte, dans ce concept, tu as effectivement de la place pour laisser au système leur régénération. Mais si on ne se pose pas des questions, et Adrien l'a très bien dit, sur un plan plus de vision, où va-t-on? Et qu'est-ce qu'on veut faire? Ben, en fait, on va peut-être, si tu veux, éliminer toutes les pressions de tel ou tel secteur économique, etc. Mais il manquera un peu cette colonne vertébrale un peu plus générale. Et là, je pense que un des points pour nous importants, hein, de l'économie bleue régénérative, c'est clairement aussi
l'application, la mise en œuvre sur un plan stratégie régionale, nationale et internationale. Donc, on doit un peu établir des stratégies d'économie bleue et comment cette économie bleue peut passer à un stade plus régénératif et englober cette vision. Alors du coup, dans certains éléments, c'est ce que vous faites et que vous faites très bien, qui est d'éliminer les pressions. Maintenant, il faut avoir englobé tout, parce que si on repose pas certaines questions sur le modèle économique, par exemple, et la finalité de certaines activités, ben, on va transférer des externalités négatives, on va reproduire quelque chose et on va réaugmenter finalement le besoin absolu qui crée des impacts négatifs. Donc voilà, c'est un peu ça, je vois, comme différents niveaux. Mais encore une fois, je pense qu'il y a une confusion aussi de termes. Donc, nous, on insiste beaucoup pour dire, on parle d'économie bleue régénérative avec un terme englobant. Et la régénération, la restauration des écosystèmes, etc., ce sont des définitions avec des actes très précis en matière d'écologie et qui mettent en place avec différentes conditions. On va englober ça, mais on va être au-delà de la simple terminologie qui est déjà complexe, hein, mais sur un plan écologique, en fait. Voilà un peu la Merci conclusion. beaucoup. Merci beaucoup, Raphaëlla. Merci, François. Merci, Christian. Et merci, Adrien, pour votre disponibilité et pour la participation à ces échanges d'aujourd'hui, qui ne seront pas les derniers, je pense. Et on continuera à vous tenir informés de l'évolution de la motion et des éventuels programmes que pourrait lancer Respect Océan et Action en lien avec cette notion d'économie bleue régénérative dans les mois à venir. Bon après-midi à tous et puis Merci on beaucoup. se retrouve. Ça a été signalé dans le chat, mais si des entreprises sont encore parmi nous et souhaitent du coup avoir une introduction à la régénération, il y a le parcours de la Convention des entreprises pour le climat et l'océan qui est en cours de recrutement. Et donc, n'hésitez pas à contacter Alice Vitou, notamment, pour avoir de plus amples informations sur ce parcours CEC Océan qui est aligné avec l'économie régénérative. Voilà, une bonne fin de journée à toutes et à tous. L'enregistrement sera mis en ligne dans les jours à venir et on vous tiendra bien évidemment au courant de la suite de ces travaux. Merci à Merci beaucoup. tous. Merci, au revoir. Merci beaucoup.